très très grand plaisir d'accueillir Françoise Foulet. Donc Françoise, on se connaît depuis un petit moment. De nombreuses Et années. Françoise donc est médecin, elle travaille, elle est responsable, en tout cas elle travaille dans un service hospitalier qui est un très gros hôpital en région parisienne, qui est l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et elle est plus particulièrement active dans le cadre de la consultation de dermatoparasito-myco. Tout Voilà. à fait. Donc, je vous remercie de Merci m'avoir Françoise. invité. Donc, moi, je vais vous présenter le pendant chez l'homme. Et vous allez voir, bon, il y a un certain nombre de redites au début parce que la classification, les changements sont les mêmes, hein. Et puis, globalement, on a les mêmes atteintes chez les animaux et chez l'homme. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc, la classification va surtout insister, nous, sur les complexes de trichophyton, parce que vous allez voir qu'il y a quelques espèces qui ont été, quelques variétés qui ont été élevées au rang d'espèces, et notamment quelques espèces qui sont résistantes maintenant. Merci. Qui sont résistantes à la terbinafine. Donc, nous, ce qui nous intéresse en pathologie humaine, c'est essentiellement les trichophytons, avec Trichophyton rubrum, qui est une souche anthropophile. Trichophyton bénamier, vous verrez un certain nombre de cas cliniques où on a isolé Trichophyton bénamier. Le genre Epidermophyton n'a pas bougé, il n'y a qu'une seule espèce, Epidermophyton. Donc, Epidermophyton flocosum, une seule espèce qui est responsable d'une atteinte des grands plis. Ça donne une atteinte dermatophytique, des plis inguinaux et des plis axillaires. Je ne reviendrai pas sur les espèces Nadisia puisque vous en avez parlé précédemment. Les espèces paraphytons ne sont pas rencontrées en pathologie humaine. L'opophyton non plus. Enfin, sans doute qu'il y a possibilité, mais en tout cas, nous, on n'en a jamais rencontré. Microsporum, par contre, Microsporum canis, de nombreux cas d'infection en fait à un Microsporum canis, comme vous allez le voir. Microsporum odwini, qui est une responsable de teigne anthropophile, qui va donner une fluorescence également verte à la lampe de Wood, qui est responsable de teigne du cuir chevelu. Et Microsporum ferrugineum, qu'on observe plutôt en Asie. On les observe pas en Europe. Arthroderma, nous, on n'est pas trop concernés par le genre Arthroderma. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette classification? En fait, il n'y a pas grand-chose finalement. Avant, Benamier s'appelait Arthroderma benamier. Maintenant, il est passé dans le complexe des trichophytons. Également, Vombreuse et Gémy, c'est pas très facile à dire. Trichophyton interdigitale, qui était avant appelé Trichophyton mentagrophytes, variété interdigitale, a été élevée au rang de l'espèce. Trichophyton sudanense et Trichophyton violaceum, ce sont deux dermatophytes qui sont responsables de teigne du cuir chevelu. Sudanense, surtout dans les régions d'Afrique subsaharienne, et Trichophyton violaceum, plutôt en Afrique du Nord. En fait, ce sont deux champignons qui sont très très proches et que certains auteurs avaient tendance à dire que c'était la même espèce. Maintenant, elles sont complètement différenciées au niveau de la taxonomie. Microsporum gypseum, donc qui rejoint le genre Nanisia, avec d'autres espèces comme Fulva, Incurvata, etc. Il y en a d'autres. Microsporum persicolor qui rejoint Nanisia et Gallinae qui rejoint le genre Lophophyton. Alors, dans le complexe rubrum, il y a Trichophyton rubrum qui représente la majorité des cas de dermatophysie chez l'homme. Qui représente 90% des cas de dermatophysie des pieds, hein, au niveau de l'homme, le classique intertrigo, c'est-à-dire le pied d'athlète et les onychomycoses. Le violacéum et le sudanense, responsables de teigne, du cuir chevelu. Alors, dans le complexe mentagrophytes, c'est là où il y a eu le plus de changements, avec le Trichophyton mentagrophytes zoophile, avec les génotypes qui sont indiqués ici, et notamment avec le génotype 7, dont je vais parler tout à l'heure, car il est responsable de certaines épidémies qu'on a du mal encore à cerner. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Bon, les souches zoophiles et l'interdigitale, donc qui est maintenant une espèce à part entière, avec différents génotypes. Et vous voyez apparaître le Trichophyton Indotineae,
qui était l'ancien génotype 8 du Trichophyton mentagrophytes, dont je vais vous parler tout à l'heure parce que il a la particularité d'être fréquemment résistant à la terbinafine. Vous savez que la terbinafine, c'est le traitement de choix des dermatophysies chez l'homme. Et vous allez voir que ce champignon, en fait, est en train d'émerger au niveau mondial. Il est d'abord apparu en Inde, dans le sous-continent indien, et maintenant il émerge partout avec le problème de la résistance. Et puis Trichophyton tonsurans, une souche également anthropophile, dont qu'on isole énormément en fait dans les têtes du cuir chevelu. C'est vraiment le champignon qui a envahi tous les continents en fait, qui est responsable de têtes du cuir chevelu, qui a sans doute ce champignon-là a une virulence plus importante que les autres, qui avait été décrit initialement chez les lutteurs, et avec la migration des populations, en fait, il a envahi tous les continents. Et il y a des épidémies monstrueuses, en fait, chez les judokas, tous les sports, en fait, où il y a un contact très important, rapproché avec des frictions importantes, on trouve le Trichophyton tonsurans. Et le Schönleini, responsable de la taille favique, heureusement exceptionnelle maintenant, car il entraîne une alopécie définitive avec une expulsion du bulbe. Le complexe Ben-Amier, vous en avez déjà parlé. Ce qui nous intéresse ici, enfin ce qui vous intéresse ici plus particulièrement, c'est l'Erinacei qu'on trouve chez le hérisson, mais chez d'autres animaux également, le verrucosum. Alors ici, on parlait du chien et du chat, donc c'est pas trop concerné, mais enfin, en pathologie vétérinaire plutôt rurale, c'est un problème même économique. Et puis après, cette classification n'est pas définitive parce qu'il y a une description de nouvelles espèces en permanence avec tout ce qui est biologie moléculaire, études des taxons et le NGS. Alors, ça, c'est une redite par rapport à ce que vous avez dit. Là, en tout cas, le groupe écologique ne change pas. Par contre, ce qu'on peut observer en pathologie humaine, c'est que un champignon anthropophile ne va pas entraîner de lésions très inflammatoires chez l'homme. Par contre, plus on s'éloigne de l'homme, c'est-à-dire on se rapproche des animaux ou de la terre, plus les lésions vont être compliquées et inflammatoires. Ça, c'est vrai en général, sauf quand vous mettez des traitements qui vont aggraver des champignons même anthropophiles, de type corticoïdes locaux. Vous savez qu'en dermato, il y a souvent soit des corticoïdes, soit des antifongiques, soit les deux mélangés. Et donc, du coup, ça peut donner aussi des atteintes très inflammatoires, même avec des champignons anthropophiles. Alors, qu'est-ce que ça va donner chez l'homme? C'est globalement comme chez l'animal. Donc, vous avez les problèmes de souris, de teigne, de chérion, on va voir après, les dermatophysies cutanées, compliquées, là c'est après l'application de corticoïdes, c'est aussi une atteinte au départ, vous allez voir, très localisée qui va se généraliser avec les corticoïdes. Mais quelquefois, vous avez des atteintes qui paraissent localisées au niveau d'une paume. On doit tout de suite penser, alors soit il y a eu un contact animal, mais c'est vrai que c'est souvent plus sur le dos de la main, pas trop les paumes. Quand il y a une atteinte d'une paume, vous allez penser que c'est un champignon parce que la lésion est très très bien limitée. Vous avez raison. On va traiter et puis ça revient. On ne comprend pas pourquoi ça revient. Est-ce qu'il y a un problème de résistance ou de compliance? Ce qui est beaucoup le cas aussi. Mais en l'occurrence, non. L'atteinte palmaire, en fait, est secondaire à une atteinte des pieds. En général, ce sont des patients qui ont une onychomycose, une atteinte plantaire, un intertrigo. Donc, si vous ne traitez pas le foyer principal, forcément, ça va revenir. Donc, il faut savoir y penser, même quand les lésions paraissent isolées, toujours déshabillées. Nous, on déshabille toujours les patients. Par définition, on n'écoute jamais les patients, c'est-à-dire qu'on leur demande s'ils ont des lésions ailleurs, ils nous disent non, ils sont déshabillés. Au niveau des pieds, donc quand il y a une atteinte plantaire, soit il y a une hyperkératose, soit l'atteinte est très discrète, en fait, avec des petites squames, les gens vous disent non, j'ai la peau sèche et tout, mais en fait, ça peut être le champignon. Et puis, il y a les classiques intertrigaux, et puis les onyxis qui représentent quand même pas loin de 80% de la consultation de dermatomyco à Mont-d'Or. Hein. C'est quand même le premier motif de consultation à Mont-d'Or. Malheureusement, on voit plus beaucoup de teigne parce qu'on n'a pas la certification, il n'y a pas de réanimation pédiatrique à Mont-d'Or. Et donc, avec la certification, on n'a plus le droit de voir les enfants, ce qui nous a enlevé énormément de teigne du cuir chevelu, ce qui est dommage, on n'en voit plus. Et énormément de gales, hors propos aujourd'hui, mais de gales chez les enfants également.
Alors les teignes, vous savez ou pas, les teignes, ça touche essentiellement les enfants. Pourquoi ça touche les enfants? Parce que avant l'adolescence, il n'y a pas de sécrétion de sébum. Et le sébum, ensuite, va protéger le cheveu. Donc, une teigne, chez un enfant, c'est classique. Chez un adulte, ça doit faire rechercher une immunodépression, que ce soit une immunodépression locale avec application de corticoïdes, décapage du sébum, etc., ou une immunodépression générale, patient VIH positif, patient sous chimiothérapie, nouvelle biothérapie, etc. Mais le gros des teignes, c'est vraiment chez les enfants. Ici, vous avez un exemple d'une petite fille qui était nattée. Donc, le principal diagnostic différentiel, en fait, c'est l'alopécie de traction, en fait. Il y avait une petite surinfection bactérienne. Donc, en fait, on a prélevé. Donc, on avait un parasitisme de type endotrix. Et on a examiné le petit frère qui était venu, et je ne sais pas si vous voyez, ici il y a une petite pustulette qui a été prélevée, et ça c'était bien du champignon. Donc pour les teignes anthropophiles, il faut toujours essayer de faire venir la fratrie, parce qu'il y a une contamination intrafamiliale très importante, beaucoup plus importante que la transmission à l'école. Et du reste maintenant, pour les teignes, il n'y a plus d'éviction scolaire. À partir du moment où les enfants sont traités, ou si les parents peuvent justifier d'une consultation chez un dermatologue ou chez un médecin. Ici, c'était un exemple de teigne à petites plaques. Les teignes trichophytiques sont des teignes à petites plaques qui sont examen lumière de Wood négatif. Chez un jeune qui avait consulté en fait pour les lésions entre les doigts. Et alors, bon, la photo ne reflète pas bien la réalité, mais en fait, c'était une lésion très, très bien limitée. Et la dermato a tiqué sur cette lésion avec une bordure très, très nette. Elle avait regardé au niveau des pieds, il n'y avait rien. Et donc, elle nous l'a envoyé pour qu'on fasse un prélèvement. Le prélèvement était positif, on voyait des filaments. Et puis, on se dit, c'est quand même bizarre, une atteinte interdigitale. Et on a donc regardé au niveau du cuir chevelu. Bon, là, c'est un petit peu accentué parce qu'on a gratté, hein, donc pour faire le prélèvement. Donc, c'est un petit peu exagéré. Mais il y avait vraiment des plaques alopéciques, c'est-à-dire des plaques où les cheveux sont cassés, sont tombés. Donc, on a retrouvé le champignon à la fois au niveau du cuir chevelu et à la fois en interdigital. Donc là, dans les deux cas, c'était un trichophyton sudanense, donc des petites plaques. Donc à l'examen direct, bon, je me répète un petit peu, vous voyez vous voyez les spores qui envahissent tout le cheveu, en fait. L'examen lumière de Wood est négatif. Et puis la culture pour un trichophyton sudanense, on n'a pas beaucoup parlé des identifications des dermatophytes. C'est pas vous le savez, c'est pas le plus facile. C'est vrai que quand on n'est pas orienté par l'aspect macroscopique, quelquefois la microscopie vous apporte pas grand-chose, sauf pour le complexe Mintagro où il y a énormément de microconidies, de macro, éventuellement des vrilles, etc. Mais c'est vrai que sinon, vraiment le diagnostic n'est pas évident à faire. Donc, on s'aide de la macroscopie et de la microscopie. Maintenant, on s'aide également. Alors, on a abandonné les tests, les cultures sur Borrelie, etc., les tests à l'uréase. Quelquefois, effectivement, on recherchait les organes perforateurs. C'est un petit peu long, fastidieux. On a abandonné. Et maintenant qu'on a la spectrométrie de masse pour faire les identifications, on s'est mis à faire de la spectrométrie de masse quand on a un doute. Honnêtement, quand on a une culture comme ça, jaune soleil ou abricot sec, on n'a aucun problème diagnostique. D'ailleurs, vous voyez, la microscopie est très pauvre, avec des filaments rétrogrades éventuellement. Donc là, on n'a aucun problème diagnostique, on ne va pas le faire. Mais pour des souches qui sont pas typiques, on va essayer de faire la spectro de masse. La spectrométrie de masse, en fait, pour les dermatophytes, c'est encore pas génial. Quelquefois, notamment avec le trichophyton sudanense et violacéum, ça fait partie du même complexe et ça va vous rendre Sudanense, Violacéum, rubrum. Bon, avec des scores qui sont à 45, 40, 35. Donc, c'est pas du tout discriminant. Vous êtes sûr que vous êtes dans le bon genre, mais enfin, vous n'avez pas besoin de ça quand même. Donc, c'est pas la solution miracle. Ça nous aide. On a une base MSI qui a été fournie en fait par l'hôpital de la Pitié, qui nous permet quand même de rectifier des diagnostics quand on est complètement à côté, mais c'est vrai que c'est pas, faut quand même rester très critique par rapport à l'aspect de la colonie et par rapport à ce qu'on cherche.
Alors, un exemple de teigne microsporique. Donc, les teignes microsporiques sont des teignes à grande plaque. Vous voyez ici très bien les contours très très bien limités de la teigne. Alors, les teignes à microsporum, en fait, les cheveux sont cassés courts, contrairement aux endotrix où c'est cassé au ras du cuir chevelu. Donc là, on ne voit pas les petits cheveux cassés parce qu'il y a les longs cheveux qui recouvrent la plaque. Mais quand vous faites un examen en lumière de Wood, alors je suis désolée, comme mon confrère qui a précédé, le Wood positif, c'est jaune fluo. C'est exactement, bah, vous en avez déjà vu, hein, et on n'arrive pas à faire apparaître le jaune fluo, enfin vert fluo, pardon, sur les diapositives. Mais vraiment, vous avez tout de suite le diagnostic d'une teigne microsporique. Par contre, vous ne pouvez pas du tout dire si c'est un Microsporum canis ou si c'est un Odwini ou un Langeronie, donc anthropophile ou zoophile. Bien sûr, quand il y a la notion d'un petit chat qui est arrivé dans la famille, vous allez tout de suite vous orienter vers un Microsporum canis et vous allez demander au propriétaire d'emmener le chat chez le vétérinaire, chez vous, pour qu'il fasse un examen en lumière de Wood qui est souvent très positif, même si le chat n'a rien. Je rejoins mon confrère. Donc l'examen direct va montrer une chaîne de spores en fait autour du cheveu. À l'intérieur, on voit quelques spores et quelques filaments, mais c'est surtout cette chaîne de spores toute petite, microsporique, que l'on voit très très bien. Il y a d'autres types de teignes dans lesquels je ne rentrerai pas, par exemple des teignes microïdes ou macroïdes que vous pouvez voir avec d'autres types d'animaux. Alors la culture, par exemple, du Microsporum canis est assez typique. Alors je dis ça avant que on sache identifier Trichophyton benamier, parce que Trichophyton benamier et Microsporum canis, j'avoue qu'au départ, d'ailleurs je vais vous montrer un cas clinique où on s'était complètement planté. Bon, ça change pas le traitement, encore que. Mais honnêtement, ce sont des colonies qui sont blanches, un peu en étoile, un peu laineuses, avec un revers qui est jaune, avec un pigment jaune. Et puis c'est vrai que bon, microscopiquement, quand on a la chance de voir ces macroconidies qui sont équinulées avec une paroi épaisse, ça va nous confirmer le Microsporum canis, mais il y a des souches de Microsporum canis qui sont pauvres en macroconidie, ça dépend du stade d'évolution de la culture. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, et donc on avait le canis un peu facile, je dirais. Surtout quand on n'avait pas la notion, j'avoue, hein, qu'on se plantait, quand on n'avait pas la notion de l'animal contaminant. Donc ça, c'est les teignes classiques qu'on voit chez les enfants, exceptionnellement, ce que je vous disais, chez les adultes. Le problème des teignes qu'on a en thérapeutique humaine, c'est que le traitement des teignes reposait sur la griséofulvine et que la griséofulvine a été retirée du commerce. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen thérapeutique? On a la terbinafine et on a l'itraconazole. La terbinafine et l'itraconazole qui n'a pas l'AMM en fait en France chez les enfants. Par contre, ça a l'AMM aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, enfin un peu partout en Europe, sauf chez nous. Donc en fait, il y a eu une concertation entre les pédiatres et les infectiologues, les mycologues, pour essayer de donner un arbre thérapeutique en fonction de l'orientation diagnostique. Donc si on pense que c'est plutôt une teigne microsporique, c'est-à-dire qu'on a la chance de faire un prélèvement, on a l'examen direct, on a la lampe de Wood, notion d'animal, etc. Là, on va plutôt donner l'itraconazole parce que l'itraconazole est plus efficace sur les microsporums que la terbinafine. Et si on pense que c'est plutôt une teigne anthropophile avec une contamination intrafamiliale, etc., on va plutôt donner de la terbinafine. Bien sûr, ça va être adapté au poids de l'enfant. Mais donc, il a fallu faire ce schéma thérapeutique parce qu'on n'avait plus de griséfuline. Alors, des teignes un petit peu plus compliquées, que sont les teignes inflammatoires et suppuratifs. Donc, c'est ce qu'on appelle un chérion au niveau du cuir chevelu. On en voit encore énormément. Ou les psychosis de la barbe. Vous allez voir un certain nombre de psychosis de la barbe. Alors, en général, le parasitisme pilaire est de type microïde ou mégaspore avec ce type de dermatophyte, Matagroerinacei, Ecunum ou Ocraceum. Mais malgré tout, vous pouvez avoir des chérions à Microsporum canis, donc avec un parasitisme microsporique. Ça se voit également beaucoup. Alors, quelques exemples de chérions à Microsporum canis.
Ça, c'est en haut à gauche, c'est une photo Anophèle. Donc, c'est la banque de données d'Anophèle, de parasitomycologie. Donc, comme vous voyez, ce sont des lésions très, très inflammatoires, extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles à prélever. Parce que les enfants, c'est très sensible, donc on a du mal à prélever et quelquefois on a du mal à faire le diagnostic microscopique. La culture va très bien pousser, mais microscopique parce qu'on n'arrive pas à attraper en fait le petit cheveu parasité. Alors quand il y a des pustulettes, on peut ouvrir les pustulettes et on va voir le champignon. Et puis en bas, c'est une petite fille qu'on avait vue en consultation. Donc c'était une de nos patientes qui avait une teigne qui avait évolué très très rapidement parce que le diagnostic, il y avait eu un mauvais diagnostic au départ, et donc ça avait été pris pour un psoriasis à minima chez une petite fille. Donc application de dermocorticoïdes. Donc c'était pas du tout un manque de soins, mais juste un problème diagnostique, mauvais traitement et donc complications. Alors, à signaler que quand on voit des teignes comme ça, les parents paniquent complètement. On les rassure parce que il peut y avoir toujours des bulbes qui sont expulsés, mais globalement, les cheveux vont repousser. Donc, il faut les rassurer. Rassurer au niveau, ils n'ont pas fait, eux, d'erreur, ils ont bien amené leurs enfants. Et puis, les cheveux vont repousser normalement, à peu près. Donc, l'intégrité du visage va être restaurée ou l'intégrité du cuir chevelu. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ici, un exemple de Psychosis à Trichophyton mentagrophytes, un monsieur qui était venu nous voir, qui avait un petit lapin nain qu'il avait eu peu de temps auparavant. Et donc, il prenait toujours son petit lapin comme ça. Et donc, il y avait une contamination avec une surinfection, avec ses croûtes mélicériques. Et donc, le diagnostic, pour une fois, n'avait pas trop traîné parce que on pense jamais aux champignons en dermatologie, enfin jamais, plus rarement en tout cas. Et je pense qu'il y a les mêmes erreurs chez les vétérinaires. Et donc très souvent, en fait, les patients sont mis sous antibiotiques, sous antiviraux, éventuellement sous dermocorticoïdes, et vous allez voir à quoi ça aboutit. Donc ces psychosis et ces chérions, en fait, nécessitent des traitements prolongés parce qu'il y a une atteinte inflammatoire assez importante. Souvent, quand le traitement n'a pas été adapté au départ, donc on est parti quand même sur 2 à 3 mois de traitement, quelquefois beaucoup plus long, comme je vais vous montrer après. Alors, les atteintes cutanées donc, sont soit anthropophiles, soit zoophiles. Donc là, une dermatophysie classique à Microsporum canis. Alors vraiment avec cette atteinte multiple parce que les chats vont toujours dans les lits. Et donc, ils laissent les poils contaminés. Et donc, on voit même des atteintes pubiennes à Microsporum canis. Là, l'atteinte était vraiment disséminée. Vous voyez très, très bien ces lésions qu'on appelait avant herpès circiné parce qu'il y avait une bordure vésiculeuse. Donc, ce terme est banni maintenant, mais c'est encore dans plein de bouquins, avec une tendance à la guérison centrale et une atteinte active périphérique. C'est vrai que je pense que sur l'homme, c'est plus facile à distinguer que chez l'animal. Donc, c'est lésions très, très bien limitées. Maintenant, toute lésion très bien limitée, comme vous l'avez dit, n'égale pas champignon. Mais enfin là, il y avait un contact avec un chat, donc le problème, c'est pas posé. Ici, un petit patient qu'on avait vu, qui était le voisin d'ailleurs de ma collègue, Françoise Botrel, qui venait d'avoir un lapin nain, et enfin 1 mois auparavant, donc avec une lésion circinée très bien limitée, pareil, au niveau du contact avec le petit lapin. Et puis ici, vous voyez des lésions très très inflammatoires, où il n'y a pas du tout tendance à la guérison centrale, et là, en fait, le diagnostic est beaucoup plus difficile à faire. En fait, ce sont un couple de patients qui avaient des rats. Et les rats, en fait, c'est pareil. À un moment, c'était la mode des rats. Bon. Et les rats cherchent la chaleur et passent sous les vêtements. Et partout, ils se baladaient. Partout, il y avait ces lésions très, très inflammatoires. Donc, le diagnostic a tout de même vraiment traîné. Et donc, quand on les a eus, pour nous, c'était assez facile puisqu'on gratte un petit peu et c'est plein de filaments de dermatophytes parce que le traitement initial a été, bien sûr, les corticoïdes devant des lésions très inflammatoires. Alors, juste pour l'anecdote, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais on avait eu un cas de dermatophysie cutanée à Erinacei, qui très probablement, donc là, c'était une dame qui avait une atteinte en médaillon. L'atteinte en médaillon, qui au départ en fait n'avait pas été pris pour une dermatophysie parce que on pensait que c'était lié à une médaille. Et donc pareil dermocorticoïdes. Et puis en fait le dermato de ville quand même avait tiqué et devant l'absence d'amélioration en tout cas et l'avait interrogée et la dame avait dit qu'elle nourrissait des petits hérissons dans son jardin.
Et très probablement, c'était pas lié en contact direct avec le hérisson, mais peut-être par l'intermédiaire du chien, encore qu'on ne sait pas très bien. Bon, voilà. Et donc, une culture d'Erinacei assez typique. Le diagnostic différentiel, c'est ce que je voulais vous dire et j'ai oublié. Quand vous avez vu toutes ces lésions, en fait, au niveau du tronc, à Microsporum canis, c'est le pityriasis rosette-gibert. C'est souvent, je vois des gens qui opinent du chef, c'est souvent, on nous envoie souvent des pityriasis rosette-gibert comme étant des champignons. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment très difficile quelquefois de faire le diagnostic différentiel. Sauf que quand il n'y a pas la notion d'animal à la maison et qu'il y a une éruption assez importante d'un coup, sans application de traitement aggravant, on peut se dire quand même que c'est plutôt un pityriasis rosette-gibert plutôt qu'une dermatophysie diffuse. Alors, les atteintes cutanées anthropophiles, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir, les gens viennent vous voir parce qu'ils ont des plaques au niveau des fesses. Alors, plaques au niveau des fesses, bon, là, vous voyez, d'ailleurs, c'est pas très, très bien limité parce qu'il y a le frottement au niveau des fesses qui modifie un petit peu les lésions. Par contre, vous voyez au niveau du cou, là, des lésions très, très bien limitées. Alors, on voit des lésions au niveau du cou. Bon, là, dans les deux cas, il y en avait plein les pieds, hein. Mais on voit des lésions très fréquemment comme ça au niveau du cou. Quand vous utilisez la même serviette, vous séchez partout, vous séchez les pieds et hop, vous mettez la serviette autour du cou. Et toutes les spores de champignons, bah, elles sont tranquilles là, sur une peau un petit peu humide et elles vont pouvoir entraîner des lésions dermatophytiques. Alors, y pensez aussi, mais ça je vous en ai déjà parlé, quand vous avez l'atteinte d'une seule main. Et puis quelquefois, les lésions sont tout à fait atypiques. En fait, la photo en haut à gauche, c'est un granulome qui est lié la plupart du temps à Trichophyton rubrum. Et on voit ça principalement chez les femmes qui se rasent les jambes et qui ont plein de champignons au niveau des pieds. Et il y a une folliculite et qui va même donner ce qu'on appelle un granulome de Majoshi. Ici à droite, une photo anophèle qui est tout à fait étonnante en fait. On a l'impression que la personne a été marquée au fer. Enfin, vous voyez, ça peut prendre pas mal d'aspects. Et en dessous, une atteinte eczématisée du dos de la main avec une surinfection bactérienne. Donc, l'atteinte très très bien limitée, en fait, quand même, ce que vous voyez ici, en fait, avait fait évoquer, ça c'est pas une photo à nous, avait fait évoquer en fait une atteinte dermatophytique. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut bien regarder partout, si on doit retenir quelque chose, mais chez les animaux c'est pareil, on doit bien regarder partout, parce que là, sur le dessus de la main, personnellement, c'est pas ma photo, donc je peux pas vous dire s'il y avait une atteinte au niveau des pieds ou pas, ou si c'était une atteinte animale, mais en tout cas, faut quand même bien regarder partout. Alors la grande nouveauté, c'est Trichophyton indotinae, qui était avant classé dans le complexe Mentagrophytes, le génotype 8. Alors c'est un champignon en fait que on a observé nous à Mont-d'Or vers les années 2018-2019, qui a été décrite en Inde bien avant, mais on n'en avait pas encore eu, nous, à Mont-d'Or. En fait, ce sont des lésions des gens qui se présentent avec des lésions très, très étendues, avec une localisation particulière. On voit ces gens avec des lésions étendues au niveau des flancs, au niveau de tous les plis, qui peuvent remonter au niveau du dos, au niveau du cuir chevelu. Et on les déshabille et il n'y a rien du tout au niveau des pieds. Et là, on se dit, c'est quand même bizarre. On prélève, c'est positif, et il y a un interdigital et mentagrophytes qui pousse. Bien sûr, ces champignons-là, on les rendait Trichophyton interdigitalé / Mentagrophytes. Ce n'est pas un interdigitalé ni un Mentagrophytes, c'est donc un Mentagrophytes de génotype 8 qui a été élevé au rang d'espèce. Indotinae, pourquoi? Parce que ça a été découvert dans le sous-continent indien et actuellement, ils ont à peu près 80% de souches d'Indotinae. Et ces souches ont une localisation particulière. Pourquoi? On n'en sait rien. En tout cas, ça donne des lésions très étendues et en Inde, il y a dans beaucoup de pays, mais notamment en Inde, il y a une particularité, c'est que il y a des crèmes en vente libre qui associent des dermocorticoïdes et des antifongiques. Ce qui fait que, en fait, le champignon de temps en temps est un peu inhibé et de temps en temps, sa croissance augmente et ça donne des lésions très très étendues et il y a eu le développement d'une résistance à la terbinafine et c'est un problème maintenant mondial. Donc ces lésions cutanées, par contre, ressemblent à des lésions cutanées typiques de dermatophytes avec une bordure bien limitée. C'est la localisation qui doit attirer. Ce qui fait que maintenant, en fait, dès qu'on a des patients, et on en a de plus en plus, qui viennent du Bangladesh, d'Inde, du Sri Lanka, tous ces pays-là, en fait, on est tout de suite intrigués
et on les prélève, ils sont positifs. Et on a remarqué, maintenant qu'on a un petit peu plus l'habitude, parce que c'est ce que je vous disais avec la spectro de masse, c'est pas discriminant pour affirmer que c'est un Indotineae. Il faut faire un séquençage avec les recherches de mutations pour savoir si le champignon est résistant à la terbinafine ou pas. Donc autant vous dire que c'est pas en pratique courante. Et donc, en fait, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais maintenant qu'on a un peu l'habitude d'en voir, en fait, la colonie est un petit peu différente, un petit peu plus grisâtre en fait que l'interdigitale. Donc, ça nous fait fortement suspecter. Et puis, maintenant, quand on a des patients qui viennent de ces régions, en fait, on fait un test antifongique. Il y a des bandelettes qui ont été développées, des bandelettes E-test qui ont été développées avec de la terbinafine qui nous permet, en fait, de voir s'il y a une résistance ou pas. En tout cas, c'est vrai qu'il faut déjà que le champignon pousse. Donc, le champignon va pousser en 10-15 jours. S'il pousse, parce que malheureusement, les gens ont mis des antifongiques, enfin, il y a une succession de traitements qui fait que le champignon ne guérit pas, mais il a quand même pris un petit coup. Et donc, dans nos tubes, bah, c'est pas le meilleur milieu. Donc, ils vont peut-être pas forcément pousser. En tout cas, on va pas, enfin, nous, notre recommandation, c'est de ne pas commencer un traitement avec la terbinafine. On va commencer un traitement avec l'itraconazole. Bien que maintenant, il y ait aussi des résistances avec les azolés. En tout cas, en première intention, on va donner de l'itraconazole. Alors, une nouveauté un petit peu aussi, c'est le Mentagrophytes du génotype 7, donc qui fait partie du complexe Mentagrophytes aussi. Alors, c'est un champignon par contre qui n'a pas de résistance. Mais par contre, ce champignon va entraîner aussi des lésions un peu les mêmes localisations, qui touchent peut-être un peu plus le cuir chevelu, et puis là, qui sont pas très inflammatoires, la région génitale, et c'est souvent en fait des patients HSH, c'est-à-dire des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. On a décrit pas mal de petites épidémies. Alors que ce champignon est a priori zoophile, mais très probablement le passage comme interdigitale, qui était auparavant un Mentagrophytes, qui est maintenant anthropophile. Il y a des épidémies entre les patients et principalement chez les patients HSH. Et lors de cette épidémie, en fait, il y avait des contaminations avec le monkeypox, donc en relation en fait avec des IST. Par contre, pas de résistance, donc pas de problème pour le traitement. Alors, donc, ça, c'était les atteintes cutanées. Donc, on en arrive aux pieds. Donc, c'est quand même la majorité de nos cas. Donc, les intertrigaux, qui sont pas compliqués à diagnostiquer, qui donnent des fissurations, des petits enduits blanchâtres. Alors, je vais me dépêcher. Et les onychomycoses, qui entraînent donc un décollement des ongles un peu jaunâtres, qui vont aller jusqu'à la matrice de l'ongle. Vous voyez très bien le débord en fait sur la peau, une atteinte très bien limitée. Ces atteintes qui vont nécessiter un traitement par voie générale, puisque si vous donnez un traitement local, je ne sais pas chez les animaux, mais en tout cas chez les humains, il y a des solutions topiques, filmogènes, qui marchent quand il y a une atteinte très limitée des ongles, mais dès qu'il y a une atteinte du 2/3 des ongles ou une atteinte matricielle, il faut avoir recours au traitement Péros. D'autres exemples d'atteinte à dermatophyte au niveau des ongles. Alors, vous pouvez aussi avoir, vous voyez, ce qu'on appelle des petites leuconichies, donc des atteintes de la superficielle de la tablette externe de l'ongle qui sont beaucoup plus faciles à traiter. Alors, on est comme vous, on a pas mal de problèmes diagnostiques. Souvent, quand on sait que c'est un champignon, le traitement va être efficace, mais souvent, il y a une errance du diagnostic et donc des mauvais traitements qui sont appliqués. Quelques exemples. Une jeune fille, en fait, qui vient nous voir parce qu'elle a ce type de lésion dans le dos. On fait un examen direct et qu'est-ce qu'on voit? Tous ces filaments, vous voyez, on dirait un réseau routier. Donc, une dermatophysie. OK, donc on reprend l'interrogatoire. Il y avait un petit cochon d'Inde qui était arrivé 3 mois avant, avec l'apparition d'une ou deux lésions, en fait, au niveau de l'épaule, parce que la petite prenait le petit cochon d'Inde sur son épaule. Erreur de diagnostic, application de dermocorticoïdes, qui a donné ce type d'atteinte. Alors, il y avait un facteur aggravant, c'est que la petite portait un corset orthopédique, donc chaleur, humidité, bien sûr, une propagation des lésions. Bon, voilà. Un autre cas, un patient qui consultait aux urgences dermatologiques pour ce type de lésion qui évoluait depuis 2 mois, qui était déjà passé plusieurs fois dans des urgences hospitalières, qui avait été traité par des antibiotiques, des antiviraux, rien n'y faisait. Et finalement, nous, on est
le dernier maillon de la chaîne. Quand il n'y a rien qui marche, on nous les envoie. Et donc, ce patient avait un cochon d'Inde et une culture positive à Trichophyton bédamier qu'on avait joyeusement rendu à l'époque Microsporum canis. Après 2 mois de traitement de terbinafine Péros, en fait, il y avait une amélioration, mais vous voyez, les lésions étaient tellement inflammatoires que c'est pas terminé. Il me semble que ce patient a eu au moins 4 mois de traitement. Un autre patient, pareil, qui a beaucoup traîné. En plus, c'est un patient qui avait un psoriasis, donc le diagnostic avait traîné. Pareil, antibiotiques, antiviraux, application de dermocorticoïdes. En plus, il avait des atteintes assez atypiques au niveau de la main, au niveau des coudes, donc des atteintes très très inflammatoires, traitées par corticoïdes. Et lui, par contre, on a trouvé un Trichophyton mentagrophytes et en reprenant l'interrogatoire, bon, il avait plein de chiens, donc on a supposé que ça venait d'ici. Et à 3 mois, vous voyez l'amélioration clinique qui est quand même spectaculaire, mais vous voyez cette inflammation qui demeure pendant très très longtemps. Donc là, 3 mois, on lui avait prolongé le traitement. Et puis le dernier cas, et je m'arrête là. Alors là, c'est le pire des cas que je vous ai réservé pour la fin. Super. Un patient en fait que j'ai vu en consultation, donc pareil, après des mois d'évolution en fait, avec de multiples traitements, qui avait en plus un œdème très très important au niveau des lèvres, qui s'était surinfecté, ça suintait, c'était vraiment dégoûtant. Ce patient avait bénéficié d'une biopsie parce que on avait peur qu'avec le prélèvement on trouve pas, parce que honnêtement c'était hyper sensible, on savait pas trop où prélever. Bon, finalement tout a bien poussé. Et donc un Trichophyton mentagrophytes qu'on n'a pas séquencé encore, mais très probablement c'est un génotype 7, parce que c'était un patient homosexuel qui il y avait pas d'animal à la maison. Et puis bon, c'est un patient avec des antécédents d'IST, chancre syphilitique, herpès, etc. Bon voilà. Donc on a supposé que c'était un génotype 7, mais le séquençage n'est toujours pas fait. Donc ce patient-là, en fait, la première fois que je l'ai vu, après, il est revenu me voir, super content. Et en fait, c'était encore à l'époque du masque, quand on mettait le masque. Enfin, c'est pas à l'époque du masque, c'est que lui, de toute façon, il mettait le masque parce que bon, c'est pas très beau. Et en fait, j'ai pas reconnu. Donc, il a été super content. Il me dit, vous me reconnaissez pas? Bah, j'ai dit non. Donc, il m'a montré les photos, effectivement. Bon, voilà. Alors lui, c'est à 6 mois d'évolution. Bon, c'était tellement évolué qu'effectivement, on a donné un traitement très très longtemps. Merci pour votre attention.